Bonjour tout le monde, donc bienvenue à une entrevue pour le Bracket Show à la première journée de Kung Fu. Donc je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Premièrement, je pense que la première chose qu'on pourrait faire, c'est peut-être te laisser te présenter, nous expliquer un peu sur quoi tu travailles, qu'est-ce que tu fais. Alors, je m'appelle Nicolas Frankel, j'ai été développeur Java, architecte, team lead, bref, pendant plus de 15 ans en tant que consultant. Et puis l'année dernière, j'en ai eu marre de faire des projets avec des dates de début, des dates de fin, des budgets. Et j'ai décidé de faire ce que je faisais déjà avant comme hobby, c'est-à-dire d'aller à des conférences et puis d'essayer d'expliquer des choses à des gens. Aujourd'hui, je travaille pour une société qui s'appelle Hazelcast. Hazelcast, on a deux produits. Notre produit historique, on a un in-memory data grid. Donc, on peut penser à une in-memory data grid comme une structure de données distribuée. Donc, on a une API très simple qui ressemble énormément, si vous faites du Java, à l'API de map. Sauf que nous, on l'appelle IMAP. Et derrière, au lieu d'être sur une JVM, en fait, elle est distribuée sur plusieurs nœuds. Hazelcast permet en fait de lancer plusieurs nœuds. On fait du multicast, il forme un cluster. Et donc après, on a toutes les propriétés et les problèmes des systèmes distribués. Donc on va mettre de la donnée sur un nœud et on peut la récupérer sur un autre nœud. On a un deuxième produit qui s'appelle Hazelcast Jet, qui est plus récent et qui utilise Hazelcast IMDG pour faire du data streaming. Parfait. Puis donc, évidemment, on a deux produits par rapport à ça. Tu nous dirais, ce serait quoi la problématique que vous essayez de résoudre avec ces produits-là? Parce qu'il y a quand même, pour l'avoir développé, c'est qu'il y a quelque chose que vous essayez de résoudre avec ça. Alors, historiquement, IMDG, donc le In-Memory Data Grid, le problème principal qu'on essaye de résoudre, c'est le problème du caching. Donc, typiquement, on va avoir la tarte à la crème. On est dans une architecture microservice et derrière on va faire un appel HTTP et un appel HTTP c'est beaucoup plus long et puis on a beaucoup plus de risques d'échec que juste un simple call d'API sur un runtime comme le runtime.net ou la JVM. Donc on va avoir un trade-off, on va accepter d'avoir pas forcément la dernière donnée à jour et on va être très rapide. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, par exemple, une architecture microservice, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais faire du microservice et je vais avoir des meilleures performances ». Non, quand on fait une architecture microservice, on améliore sa scalabilité. Mais avant de retrouver les mêmes performances que quand on était sur un monolithe, il faut mettre beaucoup de ressources dessus. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que mes microservices vont résoudre tous les problèmes du monde. Non, les microservices vont résoudre des problèmes de scalabilité. Donc, quand vous n'arrivez plus à scaler de manière verticale, oui, alors là, dans ce cas-là, vous commencez à scaler de manière horizontale et dans ce cas-là, les microservices peuvent être une solution. Et donc, vous allez diminuer drastiquement vos performances. Donc, vous allez rajouter des nœuds et au bout d'un moment, peut-être vous allez arriver à avoir des performances à peu près correctes si vous mettez en place ces mécanismes de trade-off comme le caching, par exemple. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent on se dit ah ouais, mais en fait, moi, les données, j'ai besoin des données les plus récentes, toujours. Et quand on réfléchit, pas forcément. Par exemple, je prends dans mon talk, je vais prendre l'exemple d'un site d'e-commerce où j'ai une architecture microservice avec, par exemple, un microservice qui gère le cart, un microservice qui gère le catalogue, un microservice qui gère le paiement et un microservice qui gère le pricing. On peut penser que, par exemple, le pricing, on veut avoir le prix exact. Et en fait, quand on fait du e-commerce, on se rend compte que non, pas du tout. Le prix exact, c'est pas forcément intéressant. Ce qu'on veut, c'est le prix le plus vite possible pour que le client ait la réponse le plus vite possible et qu'il puisse prendre sa décision d'achat le plus vite possible. Et derrière, si on perd un petit peu d'argent, au bout de la journée, de toute manière, on aura un average et le but, c'est de vendre. Et un autre exemple qui m'est venu récemment, que j'aime bien prendre, c'est l'exemple de la banque. Quand vous consultez votre compte en banque, vous voulez la donnée la plus fraîche possible. Mais en fait, la donnée la plus fraîche possible, c'est celle de la journée d'avant. Quand tu consultes ton compte en banque, tu n'as pas l'instant T, tu as le J-1. Parce que les banques, elles ont un cache, parce qu'elles ne laissent pas accès aux gens à leur système back-end. Elles ont mis un front office dans lequel elles viennent dumper tous les jours, via sans doute des batchs, le résultat. Et donc, il y a plein d'endroits où finalement, on s'accommode très bien de la donnée pas la donnée la plus fraîche possible, et par contre, on a la donnée tout de suite.
Parfait. J'irais peut-être avec la question, dans quel cas d'utilisation, justement, pour vous, c'est un produit qui a servi? C'est ce que je dis, toutes les mécanismes de caching, okay. Dès lors que vous voulez de la performance ou vous voulez pas aller jusqu'à la base de données pour récupérer quelque chose, je prenais l'exemple du site e-commerce par exemple, le cart, si on est de manière un peu naïve au départ, si on fait un site e-commerce, on va dire le cart de chaque utilisateur, je vais le mettre en base de données. Le problème de ça, c'est que une fois que le site il commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs, le cart est accédé à chaque requête HTTP, et on va voir qu'il n'y a rien ou quelque chose, et on va le redonner. Et ça ne se cale pas du tout. Donc la deuxième étape, c'est de commencer à dire je vais prendre ça, puis je vais le mettre en mémoire. Ce qui est très bien. Or, la plupart des gens, ce qu'ils font quand ils mettent quelque chose en mémoire, ils mettent une hashmap. Et on a des problématiques de c'est quoi la taille maximum, ou comment on enlève des objets de la hashmap, etc. Donc généralement, on va plutôt aller sur des solutions professionnelles, dont Hazelcast IMDG fait partie, qui ont déjà géré ça. Et l'avantage, c'est que c'est distribué. Donc une fois qu'on a mis nos objets dans un cart sur un nœud, si le nœud tombe pour une raison X ou Y et qu'on a bien configuré la réplication de session, le load balancer va rediriger sur un autre nœud qui est toujours vivant et on va récupérer notre carte. Parfait. J'irai peut-être ensuite avec... tu as parlé de Java, qui a été la technologie que vous avez choisie pour le produit. Oui. Est-ce que dans le fond, quelle a été la raison de ce choix-là? Est-ce qu'il y a des raisons technologiques ou des préférences personnelles qui ont justifié ce choix-là? Alors, je n'étais pas à l'origine du produit, donc je ne peux pas dire ça. Mais c'est comme Elasticsearch. Elasticsearch, c'est un produit qui est fait en Java, mais qui est complètement agnostique au niveau technologique. Hazelcast, on a un mode qui est embedded, donc effectivement, on va lancer Hazelcast en même temps que l'application à l'intérieur de la JVM, et on va scaler les deux en même temps. Mais souvent en production, on va vouloir découpler ça, et on va plutôt préférer un mode client-serveur. Et donc, on a un client Java, on a un client C, on a un C++, on a un client C#, on a un client Python, on a un client Go. Et dans ce cas-là, c'est complètement agnostique. On utilise une API qui est agnostique par rapport à la technologie. Donc, on n'est pas limité seulement aux développeurs Java qui voudraient profiter de ce produit-là. C'est vraiment ouvert à n'importe qui. Tout à fait. Comme je disais, il y a plein de produits qui sont développés en Java. Alors, pour la personne qui exploite la solution, il doit connaître les principes de la JVM pour tout ce qui est mémoire, scalabilité, etc. Mais derrière, le développeur qui utilise Elasticsearch, il utilise une API REST. Si vous utilisez, si vous êtes en Python, vous allez utiliser le client Python qu'on vous fournit et puis tout ira bien. Parfait. Puis dans le fond, je pense que tu l'as déjà un peu résumé, mais ta conférence aujourd'hui à Kung-Fu, est-ce que, dans le fond, le sujet précis par rapport à ça, qu'est-ce que c'est? Alors justement, là, je vais par contre me focaliser sur le monde Java et je vais montrer comment Hazelcast s'intègre dans ce monde Java à 3 niveaux différents. Au niveau d'un ORM qui s'appelle Hibernate, comment on peut utiliser le cache de second niveau d'Hibernate avec Hazelcast. Le deuxième, c'est qu'on a dans le monde Java, on a une spécification qui s'appelle Jcache. Donc je vais montrer que Hazelcast répond à cette spécification. Et le troisième point, je vais montrer comment on peut gérer de la réplication de session avec Hazelcast pour quand un nœud tombe, on ne perd pas les données dans le cadre d'un cart par exemple, ce qui est toujours assez pénible. Excellent. Je crois que ça conclut l'entrevue. Merci beaucoup Nicolas, merci de ton temps. Évidemment, on invite tout le monde à suivre les capsules qui seront disponibles dans les prochaines semaines par rapport à Kung-Fu, par rapport aux différents conférenciers qu'on aura eu avec nous. Merci encore. Merci, bonne conférence.